Voilà. Allez, je vous propose de commencer. Les personnes arriveront. Carole, je vois que c'est la fête de la musique chez vous. Bah, très bien, parfait. Donc, profitez bien. J'espère que vous arriverez à nous entendre. Je vais partager mon petit écran avant de bien sûr introduire Valentin. Juste une petite présentation. Donc déjà, bah, bonjour à tous. Ravie de vous présenter cette masterclass. Alors, je ne sais plus à quelle fréquence nous sommes aujourd'hui de ces masterclass, mais en tout cas, on a donc du coup le plaisir d'accueillir Valentin pour cette nouvelle masterclass. Donc, cette masterclass a pour thématique comment manger sans se souvenir. Une thématique qui, pour nous, est importante puisque elle va nous permettre d'aborder cette thématique sous le regard de la neuropsychologie. Enfin, tout ça, Valentin va nous en parler. Avant ça, je voulais quand même rapidement vous faire une petite présentation d'Avisé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société donc de conseil, d'audit et de formation en nutrition, santé, médico-sociale. Pourquoi j'ai créé Avisé? Parce que je suis partie on va dire, d'un postulat un peu global et dont on en parlait encore avec Valentin juste avant le démarrage de cette masterclass. Euh, de dire que finalement, la santé, on l'a peut-être un peu trop médicalisée à surenchérir tout le temps la performance, à vouloir être plus fort, meilleur, en tout cas à rechercher toujours la solution médicale face à une problématique de santé donnée. Et que bien sûr, l'alimentation fait partie de ces solutions face à la santé. Mais quand on regarde par rapport aux actions qui sont menées aujourd'hui, et notamment les actions menées au niveau des EHPAD, on voit qu'effectivement, cette alimentation a peut-être été trop médicalisée de par voilà, l'usage des mixés, l'usage des compléments nutritionnels oraux, et qu'on a peut-être oublié le sens même de l'alimentation, qui est quand même avant tout le sens du plaisir, du partage, de la convivialité. Et cette alimentation, moi, je la traduis aussi dans les messages de santé publique comme un peu trop nutritionnalisés, avec des messages un peu restrictifs, un peu d'injonctions autour de l'alimentation et notamment la restriction du corps, avec cette vision un peu du corps idéal et particulièrement chez la femme. Donc, une des visions, enfin, une des actions et des missions qu'on se donne chez Avisé, c'est d'agir pour une santé globale où manger redevient un choix, libérer des injonctions, respectuer des besoins, des envies et des capacités de chacun. Et donc, c'est vraiment dans cette logique-là que on travaille aujourd'hui avec les EHPAD dans l'objectif de démédicaliser l'alimentation en essayant de se recentrer sur le résident avec ce qu'il veut, ce qu'il peut manger. Alors, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est pas l'objectif et Valentin a beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter sur le champ des souvenirs. Mais voilà, tout ça étant dans la continuité de ce combat, avec cette démarche qu'on a créée qui s'appelle la cuisine bienfaisante. Donc, l'idée, c'était de partager un peu des réflexions que j'ai eues et que j'ai quand j'avance dans mes réflexions. Et c'est pourquoi j'ai convié Valentin aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Parce que forcément, quand on parle d'alimentation, quand on parle de repas, de prise alimentaire, on a forcément le cerveau qui est forcément dans notre ligne de réflexion, forcément. L'idée, c'est justement de se repencher sur ces questions de comment le cerveau agit au niveau de l'alimentation. Alors, on sait, pour ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation, que la faim et l'appétit conditionnent aussi notre prise alimentaire, que ce soit sur des besoins physiologiques ou des besoins émotionnels. Qu'on est aussi aiguisé par nos papilles gustatives qui jouent sur le goût, les textures, mais aussi les sens liés à l'odorat ou à la vue. Et puis que manger, c'est aussi le symbole de notre identité, notre patrimoine, de notre éducation. Et on sait que manger en 1942, c'était pas comme manger aujourd'hui en 2026. Et donc, c'est toute cette évolution sociologique de l'alimentation qui est ultra intéressante et qu'il faut arriver à combiner dans nos pratiques, en tout cas. Et puis un sujet qui va faire le lien avec ce que va nous raconter Valentin. On mange ce qu'on connaît ou reconnaît et surtout ce qu'on a appris. Et donc, bien évidemment, cette évolution de la prise alimentaire, elle peut aussi évoluer avec le temps, de l'enfance jusqu'à la personne âgée. Et c'est de ça dont on va parler. Moi, j'en ai fini. Donc, comment ça va avancer? Donc là, Valentin va se présenter. On a préparé des petites questions avec Valentin.
Donc j'espère que ce sera des questions qui vont vous parler, qui seront représentatifs en tout cas des questions que vous auriez pu vous poser. On va essayer de se laisser 5-10 minutes à la fin pour aussi vous laisser un petit peu poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat pour que moi je puisse avoir un petit peu un regard sur vos questions. Et puis on clôturera donc voilà cette masterclass par vos questions. Et puis donc, pour ceux qui vont déjà me poser la question, le support vous sera transmis parce que vous allez voir Valentin a fait un super travail. Il a fait des petits dessins pour vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce qu'il va dire oralement. Il l'a illustré par des jolis dessins. Donc, vous aurez bien sûr le support. Voilà, je te laisse, Valentin. Merci de ta présence. Merci de prendre ce petit temps avec nous. Je te laisse te présenter. Puis ensuite, je reviens vers toi avec les petites questions. Merci Aline déjà pour ton invitation, parce que ça c'est quand même toujours extrêmement riche comme moment, comme temps que tu m'accordes. Je suis ravi que toutes ces personnes soient là et que vous preniez le temps de m'écouter répondre à ces questions qu'on a construites avec Aline. Alors si je devais me présenter hyper vite, moi je m'appelle Valentin, je suis neuropsychologue de formation depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui j'ai plus d'activité salariée, mais auparavant j'ai eu une dizaine d'années d'activité salariée. Sur des EHPAD, des services à domicile, des associations de famille, et même au tout début de ma pratique, dans des services de rééducation, de neurologie, d'accompagnement des patients cérébro-lésés. Moi, j'ai beaucoup travaillé en gérontologie avec la personne âgée. Et il est vrai que pour 1000 raisons, depuis quelques années, j'ai arrêté mon activité salariée et je me suis lancé dans une activité de formateur à la fois sous-traitant pour plein d'organismes de formation sur toutes les thématiques de la géronto. Donc souvent, je dis que ça va de la dépression et de risque suicidaire jusqu'à la vie affective et sexuelle des personnes âgées. On trace une grande ligne et vous mettez tous bac de thématiques contenues autour des personnes plus âgées avec des maladies cognitives, puisqu'évidemment, en tant que neuropsy, j'accompagne les étudiants sur la formation sur toutes les maladies cognitives et bien d'autres choses. J'ai également une activité de formateur pour des structures sur du champ du handicap, où là, on va intervenir sur un public plus jeune. Et sachez enfin que je suis formateur indépendant certifié Calliope. Je pense que ce thème-là parle à tout le monde. Et donc, j'anime avec des partenaires des actions de formation sans passer par des OF en tant que sous-traitant. Voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Encore une fois, merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous rendre ce temps le plus agréable possible et le plus dynamique et riche possible. Et j'ajouterai que mon fer de lance, en tout cas, dans la formation, c'est toujours l'approche centrée sur la personne et l'éthique. C'est aussi ce que j'ai essayé de diffuser dans les questions et dans les réponses, pardon. Merci Valentin. Alors, première question, comment tu peux tu peux nous aider à définir la mémoire et surtout comment elle fonctionne? Bien sûr, donc du coup là tu peux balancer le premier schéma. Alors comment vous expliquer à quoi ça correspond la mémoire de manière assez rapide en neuropsycho? On va appeler la mémoire cette capacité qu'a notre cerveau à enregistrer des informations qui sont issues de nos expériences, d'événements de vie. Okay, et la mémoire nous aide à conserver, enregistrer puis conserver des événements de la vie et évidemment de les restituer à chaque fois que nous en avons envie ou besoin, puisque je vous rappelle que le cerveau n'est pas tout à fait sélectif, il est plutôt adaptatif et plastique et surtout profondément subjectif. Vous avez chacun et chacune votre mémoire, vos souvenirs. Nous avons donc les mêmes processus de mémoire, mais pas les mêmes mémoires, bien évidemment. Donc évidemment, la mémoire, on n'est plus dans l'époque où on pensait que c'était comme un ordinateur, c'est-à-dire un gros disque dur, une grosse bibliothèque où sont rangés des tiroirs empilés de souvenirs. C'est bien plus complexe que ça. La mémoire, c'est différents réseaux de neurones, et on sait que ce sont les réseaux des neurones, lorsqu'ils s'activent au niveau synaptique, qu'ils vont stocker, mémoriser donc nos souvenirs de nos expériences vécues. Et la mémoire, comme vous le savez, permet de tout retenir. Ça va d'une consigne, d'un film, d'un visage, d'un goût, d'un repas, d'une préparation de repas, d'un souvenir de recette, d'une odeur. C'est l'ensemble de ces souvenirs et de ces modalités sensorielles qui sont stockées, puisque les 5 sens ont un rôle majeur dans la mémoire humaine, évidemment. Alors, évidemment, ça serait trop simple s'il n'existait qu'une seule mémoire. Vous savez comme moi qu'il existe plusieurs types de mémoire, et notamment, on sépare de manière 2 grandes catégories de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc la mémoire à court terme, super Aline, merci, qu'on résume souvent par ce petit onglet mémoire MCT, mémoire à court terme. Dans le langage familier, on va dire la mémoire immédiate aussi. Alors la mémoire à court terme, elle a de fait cette particularité
qu'elle ne dure que quelques secondes à quelques minutes. Ok, vous vous rappelez, c'est la mémoire pour mémoriser un numéro de téléphone. Moi, je donne toujours l'exemple de ce numéro de téléphone qu'on veut retenir. C'était avant les smartphones, évidemment. On avait un téléphone à clapper, ou même cabine téléphonique pour les vieux boomers qu'on est. Et du coup, on devait le marquer sur la main ou un papier, le numéro, ou alors le répéter pour le mémoriser. Parce que si on ne le répète pas, au bout de quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, il disparaît. Parce que la mémoire à court terme, c'est ça, cette modalité attentionnelle et de stockage qui nous permet de retenir une information évanescente, courte, limitée dans sa quantité et dans sa durée. On parle d'empan de la mémoire, puisque la mémoire à court terme ne stocke une quantité limitée d'informations. Pour vous entraîner à le vérifier, entraînez-vous à répéter une suite de chiffres de plus en plus longue, et vous verrez qu'à partir de 5, 6, 7, ou pour les plus forts, 9 ou 10 chiffres, ça va commencer à être difficile de mémoriser sans les répéter plusieurs fois. Ok. Donc la mémoire à court terme, elle est modulée par ce qu'on appelle la mémoire de travail. Bon, je ne rentre pas trop en jeu. C'est l'outil du cerveau qui permet de passer du court terme à long terme. En fait, c'est tous les mécanismes d'apprentissage. On pense à nos ou à vos enfants en fonction de leur âge qui passent le brevet, il me semble, à ce moment-là, ou qui est passé la semaine dernière. Ils ont bachoté, révisé pour passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Du coup, bonne nouvelle, la mémoire à long terme, il y en a plein. Ça, c'est génial, les mémoires à long terme. Il y en a un paquet. Donc ça, c'est assez génial. La plus connue, c'est la mémoire épisodique. Pour faire simple, la mémoire épisodique, c'est votre série Netflix de votre vie. Épisode 1 de ma vie, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5. La mémoire épisodique, pour vous aider, petit tips, vous l'utilisez à chaque fois que vous allez vous dire « je me souviens que ». Je me souviens que j'ai travaillé dans tel endroit, avec telle personne, dans tel lieu, à tel moment de ma vie, que je suis parti en vacances à tel endroit, à tel lieu, à telle date, avec telle personne. Pourquoi je vous répète de manière un petit peu automatique? Parce qu'il faut savoir que la mémoire épisodique, c'est une mémoire qui est contextualisée dans le temps et dans l'espace. Je me souviens que je suis parti à tel endroit, plus ou moins à telle date, avec plus ou moins telle personne. Okay, votre mémoire épisodique, elle est vraiment liée à un contexte. D'ailleurs, c'est ce contexte qui aide le cerveau à stocker puis ensuite récupérer l'information. Quand les élèves ont révisé le bac, ils ont mis en action leur mémoire sémantique. La mémoire sémantique, vous l'utilisez à chaque fois que vous dites « je sais que ». Mémoire des connaissances générales sur le monde, de votre vie culturelle, de votre vie intellectuelle au sens large. Toute votre culture G, c'est votre mémoire sémantique. Ce n'est pas que le scolaire, c'est bien plus que ça. Ok. La mémoire sémantique, elle n'est pas contextualisée. Petit exemple, pour vous aider, est-ce que vous vous rappelez la date et l'heure, par exemple, du jour où Aline a appris son premier cours de nutrition ou de diète à l'école? Est-ce qu'elle se rappelle? Voilà, très difficile à se rappeler. Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez appris à lire? Il faisait quel temps? Vous étiez où? Vous étiez assise de quel côté de la classe? On ne s'en rappelle pas. Bonne nouvelle, vous n'avez absolument pas une maladie d'Alzheimer débutante. Le cerveau, il n'a pas besoin de contextualiser les connaissances générales. Ce qu'il veut, lui, c'est mémoriser des connaissances pour qu'elles vous soient utiles. Comment? Non, je vais couper le micro, pas de souci. C'est pour ça que aucun souci. C'est pour ça que nos connaissances générales, lorsqu'elles sont de moins en moins utilisées, le cerveau les oublie et c'est tout à fait normal. Il laisse de la place pour apprendre autre chose. Une de mes mémoires préférées, parce qu'elle est costaud, c'est la mémoire procédurale. Donc, mémoire épisodique et mémoire sémantique, c'est plutôt les connexions temporales et frontales. La mémoire procédurale, c'est plutôt les connexions fronto-cérébelleuses, donc votre cervelet ici. Pourquoi? La mémoire procédurale, c'est la mémoire des automatismes. Tout ce que vous avez appris par cœur, tout ce que vous avez répété des milliers de fois. En fait, c'est tout ce que vous savez faire sans vous en rendre compte. Exemple, conduire. Est-ce que maintenant que vous conduisez comme des pros, vous mettez en conscience à chaque fois que vous montez dans la voiture, comme votre premier jour d'auto-école, attends, je mets la clé, les mains à 10h10, je règle le rétro, j'appuie sur l'embrayage. Personne ne fait ça. C'est même difficile de le faire. Parce qu'en fait, lorsque votre cerveau répète plein de choses très fréquemment, eh bien, il l'automatise. Stratégie d'économie. Votre cerveau n'a plus besoin de ressources attentionnelles. Ce qui est plutôt rassurant en voiture parce que du coup, on peut se concentrer non plus sur là où sont ses pieds sur les pédales, mais sur les piétons qui sont en face de nous, ou le feu stop, ou le feu rouge. Ok. Donc la mémoire procédurale, elle a cette particularité qu'elle est inconsciente ou implicite, à la différence de la mémoire épisodique qui est consciente ou déclarative, puisqu'on l'utilise consciemment pour se rappeler une information. Il nous reste une mémoire, enfin, qu'on connaît un peu moins et qui pourtant est extrêmement importante, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique.
Dans certains papiers, on appelle ça la mémoire à très long terme. Donc la mémoire autobiographique, moi je vous en parle parce qu'en clinique, je la vérifie très 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 souvent. Il y a certains auteurs qui la discutent un peu. La mémoire autobiographique, c'est une mémoire que vous utilisez à chaque fois que vous dites « je suis qui ». Je suis quelqu'un qui est comment. Quand vous vous présentez à quelqu'un, vous utilisez en fait les souvenirs que vous avez de vous-même. On connaît tous des séries ou des films, pour faire très simple, où quelqu'un se réveille complètement cinématographique, puisque c'est pas dans la vie réelle, avec une amnésie post-traumatique, type John Doe, qui je suis, où est-ce que je suis, pourquoi je suis là. C'est comme si j'avais plus de mémoire autobiographique. Ça veut dire que je me rappelle plus qui je suis. Ok. Donc, il existe dans le cerveau la mémoire de qui on est. Vous avez stocké dedans tous les souvenirs qui vous permettent de vous définir, qu'ils soient plus ou moins forts émotionnellement, plus ou moins importants dans votre vie. Et cette mémoire, ok, elle est fondamentale parce que c'est la mémoire de votre identité. Elle est assez robuste. On verra qu'elle est un peu lésée quand même plus tard, mais plus tardivement que d'autres. Voilà ce que je peux vous en dire. Du coup, tu peux balancer l'autre schéma, génial Aline. Rapidement, comment ça fonctionne la mémoire? 3 steps. Encodage ou enregistrement, stockage et récupération. Tout ce qui est stockage, vous savez, c'est les fameux réseaux hippocampiques, ok, lobe temporal profond et système limbique. Donc, cette mémoire, elle a première étape, l'enregistrement. En fait, c'est le moment le plus important. C'est le moment où vous êtes concentré, attentif, même parfois on dirait en pleine conscience pour celles qui ont cet apport, vous savez, MBSR, méditation, etc. Et où on va enregistrer l'information. Du coup, si vous êtes distrait, pas concentré, fatigué, surchargé mentalement, vous n'enregistrez pas l'information. Et là, souvent les gens me disent « Oh mon Dieu, j'ai Alzheimer parce que j'oublie tout ». Et en réalité, avec un gros niveau de charge mentale, de double tâche, de distractibilité, en fait, c'est qu'on n'enregistre pas grand-chose. Donc, bonne nouvelle, vous êtes surtout très fatigué, avec une grosse charge mentale, pas conscient de ce que vous faites, en automatisme, et du coup, vous enregistrez rien. Améliorez vos conditions de travail et vous verrez que votre mémoire elle ira beaucoup mieux et précisément vos capacités attentionnelles. Ok. Deuxième étape, le stockage de l'information. On le verra, c'est évidemment ce qui est lésé, on le sait tous dans la maladie d'Alzheimer. Donc le stockage à long terme de l'information, c'est ce qui permet à notre mémoire, on se le répète, de garder dans le temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, des informations plus ou moins importantes. Ok. Évidemment, on sait tous que le cerveau va stocker plus longtemps les informations qui sont utiles et chargées d'un point de vue émotionnel. Troisièmement, la récupération. La récupération, c'est les circuits frontaux. À nouveau, le cerveau met en conscience l'information et vous allez récupérer l'information au bon moment. On a tous connu ce moment où on se dit « je veux récupérer une info, je sais que je la connais, je sais que je l'ai stockée, mais je n'arrive pas à la sortir ». On appelle ce truc-là le mot sur le bout de la langue. Il y a plein de jolis papiers dans la littérature qui ont étudié le mot sur le bout de la langue et qui aident par même cette stratégie d'indissage ensuite certains patients cérébralisés à récupérer de l'information. Rappelez-vous, le mot sur le bout de la langue, vous n'avez pas oublié parce que vous savez que vous l'avez stocké. Donc c'est la preuve que vous ne l'avez pas profondément oublié. Vous avez du mal à le récupérer. Pour le récupérer, il faudra indisser votre cerveau, lui filer des billes, paraphraser, réfléchir au contexte pour récupérer l'info. Pour terminer sur cette question, je vais faire un lien avec les sens et les émotions et les repas, puisqu'on se rappelle quand même que la mémoire, elle est profondément sensorielle. Le bulbe olfactif notamment est un des plus vieux sens du développement de l'être humain. Votre nerf olfactif est directement connecté, bon là je ne peux pas me traverser le cerveau évidemment, à votre système limbique. Ça veut dire quoi? C'est le circuit mémoire et émotion, on en parlera un tout petit peu après. Donc ça veut dire que les 5 sens, ça aide énormément dans la mémoire, à enregistrer l'information et surtout à la récupérer. L'odorat et le goût sont des sens extrêmement importants dans les repas, mais dans la mémoire des repas, dans le souvenir des repas, bien évidemment. Ça veut dire quoi? C'est qu'un repas, ce n'est pas juste un apport en nourriture, c'est un moment, c'est une expérience. Vous savez, maintenant, les restos, ils veulent vous faire vivre des expériences gustatives. Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas que marketing, c'est qu'ils veulent que vous vous en rappeliez. Ils veulent contextualiser le repas. En fait, on se rappelle même pas uniquement du repas. Vous allez vous le rappeler du moment repas, du son, des bruits, des odeurs, des personnes, de la lumière, du décor. Parce que plus on fait ça, plus le souvenir dure longtemps. Et du coup, il y a plus de chances de dire « Ouh là là, j'ai envie d'y retourner parce que je m'en souviens. » Pardon.
il faudrait faire vivre aux résidents en EHPAD des expériences gustatives, comme le disait Aline, fondées sur le plaisir pour les aider à s'en souvenir, et on le verra, pour les aider à se motiver à manger. Si vous connaissez Proust Ah. et la Madeleine, 30 secondes, pardon. Si vous connaissez Proust et la Madeleine de Proust, c'est exactement ce qui se passe. Proust, il sent une odeur de Madeleine et il revit le souvenir. Et bien, cet effet, il est vérifié en neuropsychologie. Donc, apprenez de l'effet de Madeleine de Proust pour refaire revivre aux résidents ou aux personnes que vous accompagnez plutôt âgées, notamment avec des maladies cognitives, des souvenirs des repas. Parce que, comme l'a dit le excellent neurologue Antonio Damasio, vous savez comme moi que les émotions renforcent les souvenirs en mémoire, c'est le marquage émotionnel. Et là, j'ai terminé la première question. Merci Valentin, c'est passionnant. Ça nous amène du coup à cette deuxième question. Finalement, comment notre mémoire décline-t-elle et que devient-elle lorsqu'il y a une maladie neurodégénérative, même si tu as commencé un petit peu à en parler. Exactement. Alors, on se rassure ou pas, mais moi je pense que c'est plutôt rassurant. On le sait tous, avec l'avancée en âge, il est normal d'avoir des petits oublis en mémoire, plutôt des troubles attentionnels. Ça ne veut pas dire que dans le vieillissement normal, on doit le confondre avec des maladies cognitives ou avec les profils, vous savez, MCI, avec des déficits cognitifs légers. Pas du tout, c'est trois catégories à part de population. Dans le vieillissement normal, c'est normal, en fonction évidemment de votre niveau social et culturel, de votre histoire, de votre hygiène de vie, de plein de choses qu'on n'a pas le temps de détailler là, votre mémoire va plus ou moins décliner. Et je dis plus ou moins parce que chaque individu va plus ou moins décliner différemment, voire pas du tout ou très peu. Et il faut toujours se comparer à soi-même et pas aux autres, parce qu'il y aura de trop grandes disparités. Donc c'est évidemment extrêmement biaisé et faussé. Finalement, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans le vieillissement normal, en fait, on a un ralentissement cérébral, un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Et donc, du coup, on est un petit peu plus long à être attentif, et donc un petit peu plus long à enregistrer l'information, et donc un petit peu plus long ou lent à la récupérer. Nous sommes un peu moins efficaces. L'attention est un peu moins efficace. Mais on sait très bien que lorsqu'on indice, ça fonctionne. Ce qui est la différence fondamentale avec la maladie d'Alzheimer notamment, parce que pour d'autres pathologies comme corps de Lévy ou Parkinson, ça fonctionne. L'indissage, alors médicament de vie, un certain temps, je vous l'accorde, mais ça fonctionne. Dans la maladie d'Alzheimer, on connaît tous la MMS, qui est basique, il y a plus compliqué, mais on s'arrête à ça. Vous faites vos trois mots. Oh, je ne me rappelle pas du citron, du clé ou du ballon, si vous vous rappelez en tête la MMS. Ah, ben, il y avait un fruit, boum, je m'en rappelle. Dans une maladie d'Alzheimer plutôt évoluée, ça ne fonctionne pas, puisque c'est le stockage qui est atteint. Donc, dans le vieillissement normal, vous vous rappelez, vous pouvez indicer, le traitement de l'information est un petit peu plus lent. C'est surtout ça la différence. Justement, dans les maladies cognitives, qu'est-ce qui se passe? On va prendre l'exemple de la maladie d'Alzheimer, qui est la plus connue, bien évidemment, à cause des lésions de la tauopathie, donc des lésions de la tau phosphorylée ou de cette foutue bêta-amyloïde, on va avoir évidemment des lésions corticales et sous-corticales qui vont entraîner des troubles de la mémoire. Ce qu'on oublie, c'est que d'abord, il y aura des troubles de l'attention, de la concentration, et donc cette fameuse mémoire à court terme qui va en premier être lésée, et suivre ensuite les différentes mémoires à long terme à des rythmes différents, et puis tous les autres troubles associés, aphasie, apraxie, agnosie, dont on ne va pas forcément évoquer là, qu'on va pas évoquer là tout de suite. Donc, dans cette maladie d'Alzheimer, c'est pour ça que les personnes plutôt âgées qui sont souffrantes vont vous dire plusieurs fois qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, si je prends l'exemple du repas, quand est-ce qu'on va faire les courses, qu'est-ce qu'on a acheté, alors qu'on vient de faire les courses, parce que la mémoire à court terme est la première lésée. Je peux encore me rappeler de tous les anciens repas, de tous les moments culinaires que j'ai partagés, de tous les restos que j'ai fait, des recettes de mes arrière-grands-parents des années passées. Mais qu'est-ce qu'on a fait il y a 5 minutes? Je ne sais plus. Ça, c'est les lésions à court terme. Ensuite vont venir, et les troubles attentionnels. Ensuite vont venir les souvenirs à long terme qui vont être lésés. Et en premier, circuits temporaux, la mémoire épisodique. Et donc, c'est les fameux souvenirs contextualisés. Où est-ce que j'étais quand j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai fait à la retraite? Quels sont les amis que je connaissais? Où est-ce que je suis parti en vacances? Quand est-ce que je me suis marié? Quand est-ce que je suis allé à l'école? Tous ces trucs, quand, où, avec qui j'étais, ça commence à être lésé, ça se mélange, ça devient confus, on confond les souvenirs, on confond les personnes, on verra apparaître des troubles de reconnaissance des visages aussi. Bref, tout ça devient très confus et s'oublie au fur et à mesure. Cette fameuse amnésie rétrograde qui arrive après l'amnésie antérograde
à court terme. Il faut savoir par contre que la mémoire sémantique est lésée plus lentement. Les gens ont des troubles du langage, des aphasies, mais ils ont encore du stockage de leurs connaissances culturelles. Ok, on différencie un peu les deux. La mémoire autobiographique, je suis qui, elle va être lésée, mais lentement. On sait très bien que la mémoire autobiographique est lésée dans la maladie d'Alzheimer parce que les personnes vont vous répéter à un moment donné sur les stades sévères de la maladie qui je suis, parfois au pire, ou qui sont mes enfants, qu'est-ce que j'ai vécu d'important dans ma vie, qu'est-ce que je fais là, avec cette désorientation associée. Ok, ça, c'est des stades sévères ou très sévères de la maladie. Mais la mémoire autobiographique dure très longtemps dans la maladie d'Alzheimer, parce que vous savez comme moi, si vous êtes un peu intéressé à tout ce qui est le travail, l'excellent travail de Naomi Fell, la validation, que les personnes rejouent des rôles, rejouent des choses, et on voit qu'elles savent encore, par bribes, par morceaux primaires, qui elles sont. La mémoire procédurale, elle est préservée le plus longtemps possible. On connaît tous cette vidéo géniale 2018 de cette danseuse espagnole sur sa chaise roulante qui se met à danser avec de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Activation sensorielle type Madeleine de Proust, et elle danse automatiquement cette danse qu'elle a répétée des milliers de fois. On ne lui a pas demandé, on ne lui a pas rappelé, on ne lui a pas expliqué. On l'aurait fait, elle n'aurait pas pu le faire. Parce qu'on aurait touché ces réseaux épisodiques qui ne fonctionnent pas. Donc cette vidéo, elle est géniale parce qu'elle vous montre à quel point la mémoire procédurale, c'est puissant. Là, je vous renvoie à tous les travaux Montessori pour personnes âgées, Cameron Camp, Jérôme Herkes, qui vous expliquent ça encore bien mieux que moi. Ok. Mémoire sémantique, elle est lésée lentement, mais ce qui doit être utilisé dans vos pratiques, c'est la mémoire procédurale et la mémoire autobiographique. C'est extrêmement important. On l'a dit aussi, les émotions vont jouer un rôle fondamental. Là, je me permets une toute petite digression pour vous rappeler que si au niveau des repas, on fait des repas qui sont marqués affectivement, de toutes les façons qu'on peut imaginer. Un repas qui rappelle des bons souvenirs, un repas que j'aime, un repas que j'ai préparé, un repas que j'apprécie. Bon, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais je les rappelle quand même, elles sont fondamentales. Ok, si vous arrivez à le faire, pas uniquement en individuel, mais en collectif, en structure, c'est le vrai enjeu. Eh bien, votre repas va, si je le prépare, mémoire procédurale, sans m'expliquer, je peux le faire. D'ailleurs, un tips, dans les stratégies de remédiation des maladies cognitives, on parle moins et on le fait plus parce que les gens ont des troubles du langage, alors que leur mémoire procédurale fonctionne bien. Donc, du coup, si je prépare un repas que j'ai choisi, que j'aime, ou dans un contexte qui me rappelle ma cuisine, faut acheter des cuisines en formica pour les EHPAD, quoi. Franchement, faites-le, quoi. Foncez, quoi. Eh bien, vous allez m'indicer mon repas. Je vais être attentif ou attentive, m'engager plus dedans, être plus motivé, et ça va répondre aux questions d'après, ok, qui sont toutes en lien, et vous verrez, ça fonctionnera mieux. Mais parce que vous avez utilisé procédural, autobiographique, si j'étais une bonne cuisinière ou un bon cuistot, c'est mon identité, et les souvenirs émotionnels, cette mémoire émotionnelle, si je devais un petit peu la simplifier, qui vont m'aider à réactiver des choses, m'engager, et du coup, je vais tout à fait manger mon repas bien plus correctement que si c'était un truc, là je suis désolé, je prends des caricatures, on est bien d'accord, c'est des grosses caricatures, un repas mixé avec un sous-effectif où on me dit manger, où j'ai pas compris, où je reconnais pas les repas, où je suis tout seul dans la foule, eh bien c'est plus compliqué. Ok. Donc ce qu'il faut vous rappeler, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, oui, des choses sont lésées, mais des choses persistent. Donc arrêtons cette phrase, il oublie tout, de toute façon, qui donne des comportements maltraitants, de toute façon, on s'en fiche, il oubliera, il se rappelle plus, on peut plus rien faire, on sait plus quoi faire, faut tout faire à sa place, c'est terrible, c'est une catastrophe. Les gens se rappellent qui ils sont, rappelez-vous, validation, des parties importantes d'eux. Ils ont une mémoire procédurale, donc il y a des choses qui fonctionnent. Ils ont des mémoires émotionnelles, donc il faut trouver ce qu'ils aiment pour réactiver tout ça. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont possibles et je suis sûr que vous le faites déjà. Du coup, j'ai terminé avec cette question. Merci. Donc, est-ce qu'on a des souvenirs sensoriels qui restent jusqu'à la fin de notre vie? Oui, mais pas complètement au même niveau tous, c'est pas forcément tous très très bien préservés. Il est évident que le cerveau humain a ses souvenirs sensoriels qui sont les plus archaïques, comme on dit. Ok, c'est vraiment système limbique, système profond, avec cet appui émotionnel. C'est pour ça que la Madeleine de Proust, cet effet-là, il marche très bien et très longtemps, même lorsque j'ai plus de langage verbal, même lorsque je suis en alité, voire même dans des profils régressifs ou grabataires. Parce qu'une musique, un goût, une odeur, une lumière, une ambiance, un style d'environnement nous a tous les premiers provoqué quelque chose.
ok, que parfois on n'arrive même pas à expliquer parce que c'est de la mémoire inconsciente, ok, des mémoires profondes. Même si j'arrive pas à raconter l'événement, eh bien, je sais vous dire, mais là, j'ai ressenti quelque chose avec cette odeur, avec ce bruit, avec ce goût. Et c'est ça qui est fondamental. Ok. Ça veut dire que le souvenir sensoriel, oui, il est préservé, mais pas toujours consciemment, style épisodiquement. Ça veut dire déclarativement. Par contre, avec l'inconscient cognitif, oui, il est préservé, d'autant plus qu'il a une charge émotionnelle qui est importante. Ça veut dire, on y revient, qu'une odeur, un goût, un plat, une ambiance, une activité, un atelier, même si je ne vous en parle pas déclarativement, vous pouvez me replonger dedans. Vous savez, à tort, on parlait parfois des plongeons rétrogrades où les gens replongent dans leurs souvenirs. C'est pas tout à fait ça. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que ce soit nous qui les aidions à remettre le présent, ou peu importe là où ils en sont, parce qu'on les prend là où ils en sont, dans quelque chose qui a du sens pour eux. Et ça marche très bien avec cet outil qui est extraordinaire qu'on appelle les PASA, les cuisines thérapeutiques, ok, avec des collègues architectes, on connaît tous Fanny Cérez qui fait des choses géniales, voilà, pour que la citer une des plus connues. Et donc c'est profondément efficace, ok. Ça veut dire qu'on va construire un environnement qui n'a que pour but de s'appuyer sur ce qui est préservé. Ok, on ne met plus en avant ce qui est déficitaire, mais ce qui est préservé. Donc vous allez vous appuyer sur les émotions pour réactiver, même pas consciemment, mais réactiver en fait des souvenirs sensoriels qui ont du sens et qui sont positifs. Donc oui, pour terminer, la mémoire sensorielle, elle est là, parfois inconsciente, parfois implicite, d'autant plus qu'on vieillit, d'autant plus dans le cas des maladies cognitives. Mais si vous connaissez mon histoire et que vous me mettez dans le bain, que vous me mettez dans le mood, le style, l'ambiance de mon enfance, de mon repas, de mon dessert préféré, que je suis actif à préparer ma recette ou à lire un vieux grimoire de recettes, bref, faites le meilleur pâtissier dans votre EHPAD et vous verrez, ce sera hyper efficace parce que les gens vont se réactiver, se remobiliser, se réengager. J'en ai terminé là-dessus. D'où les projets d'accueil personnalisés, l'importance des projets d'accueil Exactement. personnalisés. C'est fondamental, exactement. Du coup, il y avait cette deuxième slide, mais Oui, qu'on a évoqué ensemble. Cette oui. deuxième slide, effectivement, c'était pour vous rappeler, ok, que dans. Alors attends, cette deuxième slide, pas là, ça doit être pour les souvenirs sensoriels. Alors ça, je pense que c'était pour la question précédente. Ah, pardon, bah du coup, ah oui, pardon, Ouais, je l'ai mal placé alors, autant pour moi. t'en fais pas, c'est pas grave. Quatrième question, donc la faim est un des déclencheurs qui nous pousse à manger, on a parlé en introduction. Par contre, bah, on a l'impression que cette faim, elle se décline avec l'âge, hein. Souvent, on entend les résidents passent à table, ils n'ont jamais faim, la faim, ils ne l'expriment pas. Est-ce que du coup, c'est vrai ou pas? Tout à fait. En fait, c'est un phénomène qu'on connaît tous malheureusement, que ce soit l'alimentation, et là on se porte de forte chaleur, l'hydratation, j'en parle même pas, en vieillissant, surtout lorsqu'on a un état de perte d'autonomie, qu'on est polymédicamenté ou polypathologique, on a d'autant plus une réduction de la faim. On appelle ça parfois l'anorexie de la personne âgée. Alors attention évidemment, ce n'est pas l'anorexie mentale à comprendre comme un TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Bien évidemment. C'est un terme générique qui désigne le fait que les gens âgés, très âgés même, 80, et souvent en EHPAD, c'est les gens très âgés, plus de 90 ans, 90, 95 ans, ok, vont avoir une réduction de l'appétit. Et comment on voit cette réduction de l'appétit? Comme tu le disais, ils le disent verbalement, j'ai moins faim, ils veulent moins souvent manger, ils mangent de plus petites quantités, ou ils sont plus vite écœurés également, aussi parfois par les aliments. Alors, il y a plusieurs facteurs qui se combinent pour répondre à cette situation. Tout d'abord, il y a, comme je viens de le dire, les facteurs physiques, biologiques et les facteurs neurologiques. Okay, on a des personnes âgées qui vont avoir un sentiment de faim donc plus petit, plus rapidement satisfait. On peut avoir un système digestif, un transit pour faire simple, qui ralentit, donc avec des phénomènes de constipation, et donc on va réduire d'autant plus la sensation de faim. Mais vous savez comme moi qu'on a aussi un des troubles sensoriels. Combien d'hommes et de femmes âgés vous ont dit « Je veux manger que du sucre, je veux manger 3 petits déjeuners par jour ». Parce que d'un point de vue gustatif, le salé se réduit, le sucré se développe mal, mais il garde sa place plus importante
du coup. Ok. Donc c'est vrai qu'on a le goût, l'odorat qui diminue. Beaucoup de gens âgés ont moins d'odorat, ok, et ils ont moins de goût. Et donc c'est vrai que parfois il faut augmenter le goût et l'odeur de mille manières de certains plats pour qu'ils vous disent ah oui je les perçois un peu, sinon ils ne les perçoivent pas. Et là, il y a un tips. Si au fond, je sais que les gens âgés ont moins de goût et moins d'odorat, peut-être qu'il faut jouer sur les sauces, il faut jouer sur les parfums de vos aliments, il faut mettre un ventilateur, je caricature, sur le repas. Il faut que les gens âgés viennent avec vous en cuisine quand les odeurs sont les plus fortes, les plus marquées, etc. Ok, ça va jouer de manière évidente. Et pour compenser ce qui ne fonctionne pas, on le sait tous, il faut de la vaisselle attractive, il faut des présentations attractives, on y revient, la fameuse expérience culinaire des personnes. On rajoute à ça malheureusement un modèle biopsychosocial, et vous connaissez tous, hein, des facteurs, on l'a dit maintenant, psychiques et sociaux. Si je suis en état de dépression majeure, syndrome ou un syndrome d'apathie, j'ai évidemment moins faim, moins d'attractivité pour prendre soin de moi, pour prendre du plaisir, et donc j'ai moins envie de manger ce qui me fait envie, de moins rester à table, et donc du coup je vais moins manger et moins être motivé à manger. Ce qui veut dire qu'au fond c'est multifactoriel, cette réduction de l'appétit, à la fois environnementale. Les gens âgés vont vous dire oh dans l'EHPAD, au restaurant, il y a trop de bruit, il y a trop de vieux, il y a trop de monde, j'ai pas envie. Deuxièmement, ils sont peut-être, on le sait, une bonne portion déprimés, donc il faut diagnostiquer ça, et on sait que la dépression chez les gens âgés, il y a un vrai travail de diagnostic à améliorer. Donc, et troisièmement, maladie cognitive, maladie physique, troubles du goût, de l'odorat, de la vision, qui vont réduire la capacité de faim, la satiété, et donc il va falloir avoir des interventions holistiques, globales, pour à nouveau améliorer et réaugmenter, rehausser un peu cette envie de manger. Évidemment, vous savez tous comme moi qu'il y a le danger de la sarcopénie chez les gens âgés, de la fonte musculaire et de la dénutrition. Donc c'est un vrai enjeu aussi de santé et de qualité de vie. Ça m'amène une autre question qui n'est pas du tout dedans, mais je te la pose quand même, Valentin. C'est toujours l'éternelle question du comme à la maison ou comme au restaurant quand on va dans les EHPAD. Oui. Comme à la maison, mais qui n'est pas de toute façon la maison du résident, et ça ne sera jamais, puisqu'on ne peut pas faire la maison de tous. Comme au restaurant, bah, finalement, est-ce qu'on a envie de manger au restaurant tous les midis, tous les soirs, en termes de souvenirs sensoriels et mémoriels pour des gens qui n'ont peut-être jamais mangé au restaurant? Enfin, quel est ton avis en quelques secondes sur ce sujet? Alors, en fait, le point commun entre la maison et les restaurants, c'est la personnalisation. Parce que, comme tu as dit, à la maison, on se fait les plats qu'on veut, mais au restaurant, et là, je ne parle pas forcément des grands restaurants, peu importe, mais dans tous les restaurants, on peut plus ou moins demander à personnaliser le repas, en Mm, fait. Est-ce que vous mm. pouvez m'enlever ce truc-là? Est-ce que vous pouvez me le rajouter? Et donc, je fais le lien avec ce que tu as dit, le projet personnalisé. Je pense que toute la difficulté, c'est ce qu'on a tous connu, ce que vous connaissez encore pour celles et ceux qui travaillent en institution, c'est comment on individualise un repas avec un système collectif d'alimentation. Et donc, c'est toujours cette dichotomie qui va être complexe à résoudre. Parce que oui, on ne pourra pas faire, alors en tout cas, je n'ai pas la réponse là maintenant, magique, de un repas individuel pour tout le monde, pour les 3 repas, matin, midi et soir. Surtout si on intègre l'environnement. Si on, voilà, si... Exactement. Exactement. Et deuxièmement, est-ce que d'un côté, il faut faire que du collectif? Non. Donc, comment on trouve des compromis? Je pense qu'il faut rechercher quelles sont comment dire, les priorités à individualiser pour chaque personne. Et peut-être après jouer là-dessus sur presque des groupes. Tu sais, on va mettre en groupe les gens qui ont Mm, les mêmes priorités mm. et réfléchir à tout ça effectivement collectivement. Mais oui, c'est le vrai enjeu de l'individu. Comme tu disais, mon repas, si je caricature, mon repas dans la cantine. Voilà. Ouais, c'est ça. Mm. Et mon lieu de repas, quoi. Exactement, Mm, mm. exactement, exactement. Hop. Cinquième question. Quand une personne âgée mange peu, est-ce un manque d'appétit ou un manque de motivation? Alors en réalité, ben, c'est les deux. Souvent, c'est les deux à la fois. Parce que si j'ai un manque d'appétit, ça ne m'encourage pas à manger, parce qu'on sait comme vous et moi que quand on a très faim, d'ailleurs, on a tous fait l'expérience de faire des courses quand on a très faim, on va acheter beaucoup plus. Mm, Ou de, si j'exagère, du un peu plus préparé, du un peu plus junk food, parce qu'on veut manger plus vite, etc. Donc c'est vrai que la faim motive à manger. Et en même temps, motivé, enfin, comment dire, si on est motivé à manger, ça va augmenter l'appétit parce qu'on va faire un repas dont on a envie, ce qui augmente l'appétit. Donc les deux, de toute façon, vraiment ce modèle physique, enfin, la biopsychosocial, tout ça va toujours ensemble. Sauf que
D'un côté, chez la personne âgée, on va se dire comment je repère qu'il y a une vraie baisse de la faim physiologique, biologique, ok. Chez la personne, eh bien, c'est tous les examens médicaux, tous ces examens globaux, diagnostics différentiels, qui vont nous aider à nous dire est-ce qu'elle a physiquement et ou biologiquement et physiologiquement des réductions de l'appétit. Ça veut dire, par exemple, un trouble du transit, un trouble intestinal. Moi, je prends des exemples que je connais, hein, je ne jouerai pas au médecin, mais je prends cette patiente, je me rappelle qu'il y avait du muguet, cette femme âgée, vous savez, l'infection, enfin, pendant les mycoses de la bouche, le muguet, du coup, j'ai mal quand j'ai faim, le dentier qui n'est pas ajusté, etc., etc., etc. Tous ces petits facteurs qui, mis bout à bout, des troubles visuels, voire juste les lunettes qui ne sont pas lavées, tous ces facteurs mis bout à bout, une incontinence, du coup, j'ai un peu peur d'aller au repas, qui font que j'ai moins envie de manger. Donc l'idée, c'est pas de se dire, elle fait pas d'efforts, elle n'a pas envie, elle est jamais contente, oh, les gens âgés, ils sont un peu aigris, vous savez, tous ces trucs un peu clichés, d'agisme, vous savez, le fameux agisme qu'on entend bien trop fréquemment. C'est beaucoup trop biaisé, beaucoup trop faux, et ça entraîne des mauvaises pratiques. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qui l'empêche de manger, qu'est-ce qui la bloque. Okay, et là, on va réfléchir autrement, on ne va pas être moralisateur, on va se dire est-ce que physiquement, elle a mal, elle est douloureuse, elle est mal assise, il a peur, il est incontinent, il est stressé, bref, etc., etc. Tous ces facteurs qui empêchent de manger, est-ce qu'on peut intervenir dessus? Deuxième truc, on va se dire ensuite comment est-ce que la personne manque de motivation. Vraiment, j'ai pas envie. Vous savez, c'est ce truc très soit un peu apathique, soit ce truc très anédonie. J'ai de la perte d'envie, j'aime moins ce qui me fait plaisir. J'ai plus envie de me faire plaisir et les repas en font partie. Donc, la question, c'est de réfléchir à comment on peut l'encourager à manger. Et il est vrai que ce qui donne envie de manger, on vient de le dire, c'est la personnalisation du repas. Donc, comment on peut trouver des couverts qui vont lui donner envie de manger, un temps de repas, une ambiance de repas, un style de repas. Je fais la parenthèse avec les maladies cognitives. Là, il y a plutôt une apathie neurologique ou ce qu'on appelle, vous savez, parfois l'apraxie. Ça veut dire je ne sais plus utiliser les objets. Je vois une fourchette, et moi, je vois ce patient. Quand j'étais en neuro, je lui dis montrez-moi à quoi ça sert cet objet. Il prend la fourchette, il se gratte le dos. Ou il s'en sert de chausse-pied, ou il se recoiffe avec parce qu'il confond cette fourchette avec d'autres objets, il ou elle ne sait plus l'utiliser. Et là, je revois beaucoup de soignants qui disaient des soignants qui font comme elles peuvent, qui disent à des résidents ou des habitants en EHPAD, Monsieur Machin, prenez la fourchette, mangez. Et puis, elles vont voir d'autres gens. Et si je ne sais pas à quoi ça sert la fourchette, je vais rester devant, quoi. Je vais être là. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important aussi de toutes ces stratégies, vous savez, d'initiation, de motivation, de mise en situation pour encourager la personne à se rappeler qu'elle est au moment du repas. Qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que je suis au repas? C'est l'ambiance, c'est le style, c'est les couverts, c'est le goût, c'est les odeurs. On l'a déjà répété, mais c'est vrai que c'est très, très, très important. Ok. Donc c'est vrai que vous allez pouvoir vous poser toute une série de questions, au fond. Est-ce que la personne mange seule? Est-ce qu'elle s'arrête au bout de plusieurs bouchées? Est-ce qu'elle mange si on l'encourage, si on la motive? Est-ce qu'elle mange si on mange en face d'elle, par mimétisme? Est-ce qu'elle mange si elle est seule? Est-ce qu'elle mange si elle est accompagnée? Est-ce qu'elle mange avec un repas servi sur un plateau, ou fractionné, ou plus petit, ou plus gros? Bref, plein de questions à vous poser, autres que oh là là, elle est âgée, elle n'a pas faim, eh ben c'est parce qu'elle fait exprès, c'est parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne fait pas d'effort, c'est parce qu'elle n'a pas envie, ah là là, elle devrait faire un effort. Ça ne marche pas, évidemment. Il faut quand même se rappeler, par contre, pour terminer sur cette question, que la stimulation doit rester ajustée. Ça veut dire qu'on ne va pas être dans la contrainte des personnes auxquelles le mot stimulation, je ne suis pas fan. Je préfère le mot motivation, parce que des fois, la stimulation est un peu une contrainte. Vous savez, l'injonction, il faut manger. Il n'y a même plus de il. C'est une injonction avec un Y. Il faut manger. 3 mots. On va essayer de laisser tomber tout ça. Et à la fois de se dire, si un manque d'appétit, travaillez le plaisir. Vous avez Aline, vous allez bosser avec elle, c'est super. Elle vous aidera à bosser le plaisir du repas. Toutes les stratégies. Et deuxièmement, la motivation et l'initiation. Ça veut dire comment vous m'aidez à m'initier dans le repas. Et donc là, c'est les stratégies de guidage verbal, de découvert, pas forcément adapté. Des fois, c'est découvert que moi, je connais.
Mm. On connaît tous la fastueuse époque des équipements Alzheimer, vous savez, des couverts en plastique, rouge, vert, jaune, adaptés, ergonomiques. Pourquoi pas? Mais parfois, quand on revient des choses très basiques, des vieux couverts en porcelaine, etc., ou je ne sais quoi d'autre, ou de Duralex, etc., voilà, et dont Duralex, ou des verres, vous savez, de cantine, bref, ça marche beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et rappelez-vous un tips, qui dit maladie cognitive, dit routine. Les structurer, la routine, c'est très important. Donc, à la fois, il ne faut pas tomber dans la contrainte, mais la routine individualisée, attention, la routine individuelle, c'est hyper efficace. Les gens âgés, d'autant plus avec des maladies cognitives, ont besoin de routine, donc de projets Mm. personnalisés, de planning et d'organisation individualisée qui les aident à se dire, ah tiens, là, c'est peut-être le moment du repas, j'ai envie de manger. Ok. Vous savez, c'est arrêter de dire aux gens que des maladies cognitives, en unité Alzheimer, c'est pas grave, mais venez avec moi, c'est l'heure de manger. Ça n'a jamais motivé personne, je crois pas. Ok. Il faut se demander aux gens, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous voulez m'aider à préparer le repas, à faire les courses? Et là, vous verrez qu'on enclenche bien plus de choses et bien plus efficaces. C'est la personnalisation dont tu parlais, Valentin, et qui fait rêver, hein, qu'on aimerait tous, à mon avis, mettre C'est en place ça. dans les EHPAD, mais qui est contraint par Plein de plein de principes. choses. Hop, pardon, je passe à la sixième question. Donc, les troubles cognitifs peuvent-ils perturber le comportement alimentaire chez la personne âgée? Alors, complètement. On a commencé à en parler complètement. Il y a deux niveaux. Enfin même à plusieurs niveaux, enfin au niveau cognitif et au niveau comportemental. Donc on se rappelle évidemment, dans les maladies cognitives, il y a deux situations un peu extrêmes. C'est la personne qui oublie qu'elle a mangé, donc j'y reviendrai, la personne qui oublie qu'elle a mangé et donc elle veut continuer à manger, on appelle ça l'hyperphagie, ce n'est pas du tout de la boulimie, rien à voir. De manière familière, parfois on appelle ça la gloutonnerie. Ça chez les patients plutôt avec des DFT, donc des morphes frontotemporales, plutôt désinhibés, qui vont manger avec les mains et se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. De manière générale, dans la maladie d'Alzheimer, ça va être plutôt j'ai oublié que j'ai mangé, je veux continuer à manger, ou c'est le total inverse. J'ai oublié que j'ai faim, j'ai oublié que j'ai besoin de manger. Et les gens vont avoir une hyperphagie parce qu'ils vont penser qu'ils ont déjà mangé. Et du coup, en fait, c'est j'ai oublié que je n'ai pas mangé, si on veut simplifier. Et du coup, ils vont beaucoup moins manger. Alors, avant d'en venir à ces cas-là, si on décortique un peu les maladies cognitives, pour faire très simple et très vite. Si vous avez un trouble de la mémoire, je viens de le dire, j'ai oublié que j'ai déjà mangé ou j'ai oublié que je n'ai pas encore mangé. Les troubles de l'attention, dans une structure collective où moi j'ai du mal à me inhiber, à m'inhiber ou à me concentrer, tout est source de distraction. La voisine qui parle, le bruit, le voisin d'en face, l'aide-soignant, ma famille qui vient me voir, mes propres pensées, je ne suis pas concentré sur mon repas. Du coup, je me distrais, j'oublie que je suis en train de manger, ou je me concentre sur autre chose et je mange très lentement, très longuement. Et du coup, mon repas est complètement désorganisé et donc je mange beaucoup moins. Les troubles praxiques, je vous l'ai dit, si je ne sais plus utiliser les couverts, comment je vais pouvoir les utiliser pour manger? On peut manger avec les doigts, finger food, il n'y a aucun souci. Mais vous savez comme moi que si on pose des couverts dans quelqu'un qui ne sait pas les utiliser, il ne va pas manger toujours en spontané avec ses doigts. Les agnosies, lésions occipitales, troubles de la reconnaissance visuelle. Donc, du coup, je ne reconnais plus les aliments. Et là, je fais la grosse référence, on le sait tous, comme moi, vous le savez malheureusement, aux aliments mixés. Et bien, parfois, c'est difficile de les reconnaître lorsqu'ils sont mixés. Ok. Donc, c'est vrai que c'est un gros débat sur faut qu'ils mangent mixés, mais est-ce qu'on les reconnaît? Et là, je vous renvoie à plein de cuistots ou plein d'entreprises qui font un travail génial sur recréer des aliments en mixé. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire, on prend, on mixe, on en refait un en mixé. En plus, en finger food. Donc du coup, vous pouvez le manger, c'est tout mou, c'est moelleux, c'est onctueux, c'est trop top. Mais là, je vous laisse avec les collègues orthophonistes qui le savent encore mieux que moi. Les troubles exécutifs, lésions frontales, je ne sais plus organiser mon repas. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Alors, je vous l'accorde, moi, le premier, je m'en fiche complètement qu'une femme ou un homme âgé mange son repas d'abord par le dessert. Ce n'est pas le sujet. J'ai connu des agents pour qui ce n'était pas le cas. Il a fallu le reprendre. On peut manger son dessert d'abord, son entrée après. Il me semble que ce n'est pas hyper important. Mais, si on est plus précis, le problème des troubles exécutifs, ça peut rendre difficile l'action de je prends le couvert, je plante et je mange.
Du coup, je vais prendre un couvert, mais à quoi ça sert? Trouble praxique, trouble exécutif, mais ok, c'est pour manger, mais comment je fais pour manger? Ou préparer un repas, ou s'engager dans le repas. Bref, le repas est complètement désorganisé. Et enfin, les troubles du langage, ben, l'aphasie, vous vous en doutez. Si vous venez me guider verbalement en me disant voici votre repas, étape 1, étape 2, étape 3, si je comprends rien à ce que vous dites, ben, du coup, je vais moins bien manger. Donc c'est très difficile. Et souvent, c'est cette accumulation de troubles cognitifs qui va favoriser le risque de refus de s'alimenter. Je suis fatigué, je comprends rien et j'ai pas envie. C'est un peu le triptyque qui fait que je mange pas. Ok? Parce que je ne sais pas ce que c'est ce repas, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et au fond, bah, j'en ai pas vraiment envie de ce repas que je comprends pas. Donc il est vrai qu'il va falloir jouer sur deux niveaux et à la fois vous dire comment vous me rassurez, comment vous me donnez envie et comment vous m'expliquez le repas. Et comme vous savez comme moi, le langage est très limité, ben c'est l'environnement qui va être important. Ça veut dire créer un environnement qui m'explique le repas. Donc ça veut dire une table qui me rappelle que c'est une table à manger, des couverts qui me rappellent que c'est des couverts de repas, etc., etc. En fait, l'environnement est un bien meilleur professeur que nous qui faisons de grandes phrasées verbales et que les gens ben, oublient, ne comprennent pas ou ne sont pas concentrés dessus. Ok? Donc la vraie question, c'est pas pourquoi il refuse de manger. La vraie question, c'est qu'est-ce qui l'empêche de manger, qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui l'empêche de se motiver à manger. Et là, vous allez faire votre fameux, vous savez où, quand, comment, pourquoi, vos 5 W pour décortiquer l'environnement, travailler le contexte et donc trouver des moyens d'action dans le contexte. Et ce sera bien plus efficace. Et j'ai terminé cette question. Ça me permet de rebondir sur une question dont tu as donné en partie la réponse. Il y a une question dans le chat, je la pose maintenant parce elle est en lien avec cette question. Pourquoi les personnes âgées n'aiment plus la viande ou en font des boulettes avant de le cracher? Pourquoi certaines personnes sont écœurées très rapidement au point d'avoir des nausées dès quelques cuillères avalées? Et ça, on a parlé sur plein de niveaux. Alors moi, je vais vous donner différents éléments de réponse dans mon champ de compétences. Premièrement, on l'a vu, physiquement, les gens ont moins d'appétit. Donc, quand j'ai moins d'appétit, je prends une caricature pour faire plus simple. Si vous me servez de manière très motivée une grosse entrecôte ou une grosse pièce de bœuf, c'est trop. C'est écœurant. Parce que j'ai moins d'appétit. Ça veut dire que je sais d'avance rien. En fait, quand mon cerveau regarde le repas, le cerveau fonctionne en imagerie mentale. Donc, le cerveau se représente moi-même en train de manger. Eh bien, le fait même de voir le repas, de m'imaginer en train de le manger, j'ai déjà plus faim. Mais c'est comme pour tout le monde. Vous arrivez dans je prends une caricature, un resto de buffet chinois, ouh là là, je me suis trop servi, je finirai jamais tout ça. Mais vous savez le réguler vous-même. Quand on amène donc ce repas-là, si cette viande est trop grosse, si le plat est trop gros, au pire, ça peut être écœurant parce que j'anticipe déjà qu'il y en a trop, en fait. Donc il faut réduire la portion. Deuxièmement, ce phénomène de mastication, de rumination que vous décrivez. Pourquoi ils en font des boulettes? Là, il y a plein d'explications orthophoniques. Je renvoie à vos collègues orthophonistes ou à Aline, diète nutritionniste, parce que, alors déjà, le risque de maladies cognitives comme la maladie de Parkinson qui va favoriser ces dysphagies ou ces risques de fausses routes et de stockage alimentaire. Dans le jargon, on appelait ça le syndrome du hamster où les gens, vous savez, stockent en fait l'aliment vraiment ici dans le fond des joues. Quoi. Il y a vraiment tout qui est stocké. Et en fait, les gens mâchent parce qu'en fonction de leur profil cognitif, ils ont une apraxie, en fait, une apraxie alimentaire. Ça veut dire qu'ils ne savent plus avaler ou ils ne savent plus comment avaler. Et en fait, c'est comme s'ils mâchaient un chewing-gum. Ils ne savent plus à quel moment avaler. Troisièmement, et là, je ne doute pas que la personne qui pose cette question a une viande de qualité, mais on peut s'interroger sur la qualité du produit aussi. Est-ce qu'il est bien cuit? Est-ce qu'il est trop dur? En fait, il faut toujours vous dire la personne, l'environnement et le produit. Parce que quatrièmement, c'est-à-dire que la personne peut être en train de mâcher, elle a un trouble attentionnel, elle n'est plus concentrée sur la mâche et elle discute en mâchant. Si je devais synthétiser ce que j'ai dit, c'est multifactoriel. La qualité de la viande, l'appétit de la personne, sa satiété, son état de motivation et je dirais même son état psychique et physique. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un environnement adapté ou une maladie cognitive qui pourrait entraîner une difficulté? Il va falloir travailler sur tout ça à la fois, évidemment, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ok.
On va faire la 7e question, Valentin. Il nous reste 4 petites minutes, donc je te C'est propose ça. de la faire assez rapide parce qu'après, on a Ok, 2, 3 questions qui sont arrivées dans le chat. je la fais en très rapide. Donc la phase pré-orale, donc tu en as largement parlé, hein, mais le visuel, le rythme, l'environnement est pour moi en tout cas un moment clé dans la préparation à la déglutition, à la digestion. Qu'est-ce que tu en penses, même si tu as déjà Bien sûr, je répondu vais résumer. rapidement à la question. Je vais résumer ce que je t'ai dit dans cette expression que je reprends des restaurateurs, qui est vraiment l'expérience culinaire, Mm, l'expérience gustative ou l'expérience de la table. Bref, c'est le mot expérience qui est important. mm, Parce que dans le mot expérience, vous avez le souvenir émotionnel. Et là, je prends l'exemple, encore une fois en EHPAD, on sait que la plupart des profils des personnes qui sont accompagnées sont très âgées, les 3 quarts ont des maladies cognitives et sont polypathologiques à différents niveaux, bien évidemment. Donc, si on veut améliorer la prise alimentaire et les repas, il faut justement ne plus en faire qu'une prise alimentaire, comme tu l'as dit, Aline, médicalisée. Ça veut dire arrêtons de répondre à un besoin et répondons à des envies. Ok. Concentrez-vous non plus sur le besoin de manger, c'est trop réducteur. Concentrez-vous sur l'envie de manger, c'est le plus important. Et si vous vous concentrez sur l'envie de manger, vous aurez des questions différentes qui vont apparaître. Non plus quel est son. Alors évidemment, l'apport en protéines et en nutriments est hyper important, c'est pas ça que je remets en question. Mais il n'est pas toujours possible si on ne passe pas par l'envie culinaire. Vous savez comme moi que quand n'importe qui ouvre son frigo, il ne se dit pas qu'est-ce que j'ai besoin de manger, il ou elle se dit qu'est-ce que j'ai envie de manger. Pour les gens âgés que vous accompagnez, c'est toujours pareil, c'est exactement pareil. Donc l'enjeu, c'est de se dire, créer des expériences culinaires, des expériences gustatives. Ça veut dire qu'ils vont passer par l'ambiance, la vitesse du repas. Des fois, les repas vont beaucoup trop vite. Ok. mm. Alors, je sais bien qu'il y a des contraintes horaires, hein, je les ai vécues, ça, je ne les remets vraiment pas en question. Mais il y a des études qui montrent que la vitesse va parfois trop vite et que les gens ont besoin de plus de temps pour manger, qui sont parfois crispés et qu'ils sont moins mis dans de bonnes conditions pour prendre le repas à un rythme qui est adapté. Rappelez-vous, en vieillissant, le traitement de l'info est un peu lent. Donc il faut prendre son temps pour manger, pour activer en conscience qu'est-ce que je mange, le goût, l'odeur, à quoi ça ressemble. En gros, il faut me laisser le temps de prendre du plaisir. Je vais faire une bonne comparaison parce qu'on parle d'orgasme culinaire. Je fais une formation il y a une semaine sur la vie affective et sexuelle. Les gens Mhm. âgés dans la vidéo que je présente parlent de l'éloge de la lenteur. Travailler la lenteur dans les repas aussi pour faire vivre une expérience gustative sur l'odeur, le goût, l'ambiance, la lumière. Là, je vous bombarde évidemment la présence, le style de repas, l'assiette, les couverts. C'est tous ces éléments-là qui vont jouer. Est-ce que je reconnais les couverts, les couleurs, le style, la matière des couverts, le bruit des couverts? Tout ça est extrêmement important. Centrez votre accompagnement sur le plaisir, l'envie et l'expérience et ne le réduisez pas à un besoin et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Mm. Ça me fait rebondir, Valentin. C'est vrai que souvent on entend, enfin moi j'entends de la part des professionnels des EHPAD qui disent non, mais les résidents, ils n'ont pas envie de rester au restaurant, ils ont envie rapidement de retourner dans leur chambre ou voire même, et je rejoins la question de Jennifer, des personnes qui veulent finalement manger dans leur chambre. Moi souvent je leur dis, mais s'ils ont envie de partir aussi vite de la salle à manger ou si finalement ils n'ont plus envie de venir en salle à manger pour rester dans leur chambre, peut-être qu'il faut se poser la question inverse. C'est pourquoi ils veulent Exactement. quitter si vite cette salle à manger ou ne plus y venir. C'est tout à fait ça, parce que c'est vrai, alors peut-être que par confort, par déni ou par plein de choses, manque de formation, on va se dire plutôt, ce n'est pas nous qui créons du rejet, c'est eux qui ont l'envie de la chambre. Et effectivement, c'est bien plus intéressant. Il est évident que le problème est pris à l'envers. C'est qu'est-ce qui crée ce rejet de cette salle à manger? Parce qu'on s'aperçoit que parfois, dans leur logement ou dans leur chambre, ils ne mangent pas forcément beaucoup mieux, très honnêtement, quoi. Et justement, Jennifer te pose la question, comment alors stimuler ou motiver, de ce que j'entends, une personne à manger quand on la laisse dans sa chambre? Est-ce mieux de la laisser seule pour qu'ils mangent à leur rythme ou les mettre en collectivité? Quel est ton avis là-dessus et ton expérience Et là, peut-être, je vais Valentin? avoir une réponse très, enfin, comment dire, très générale, mais, ou pas, mais c'est qu'il faut. Chaque cas de personne sera différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont bien mieux manger seules et d'autres qui vont bien mieux manger en collectif. Et je pense que ce qui est important pour vous répondre, Jennifer, qu'il faut que vous vous interrogiez sur qu'est-ce que vous observez dans son comportement lorsqu'elle est dans sa chambre ou lorsqu'elle est dans l'espace collectif. Je m'explique. Si dans mon comportement, je vous montre, alors consciemment ou non, que j'ai une attractivité pour la vie collective tellement importante que du coup, j'en oublie le repas,
on va travailler quand même cette vie collective parce que c'est ce qui est important. À l'inverse, si quand je vais en salle à manger, est-ce que c'est vous qui m'amenez? Est-ce que c'est vous qui me le rappelez? Est-ce que c'est vous qui m'encouragez fortement à y aller? Et au fond, je montre que j'ai très peu d'attractivité. Égal, je ne parle pas à mes voisins de table, j'interpelle peu les personnes, je suis plutôt replié. Au fond, peut-être que mon comportement signifie j'ai plus d'attrait pour la vie collective, et donc au fond, l'espace collectif ne répond plus à mon besoin. Donc finalement, le logement individuel sera plus adapté pour moi à ce moment-là, parce que ça peut changer, plutôt qu'un espace en fait collectif. Alors après, est-ce qu'il faut le surveiller ou non? Là, c'est presque de la réflexion éthique. Je vous dirais, tout dépend les risques. Okay, en fonction de votre organisation et de à quel point, en fonction de vos collègues ou vos agents sont à l'aise avec le risque ou qu'il est cadré, organisé, première chose, ça dépend. Et deuxièmement, est-ce que la personne a envie qu'on reste manger avec elle? Il est vrai que parfois, quand on me regarde manger, ça peut couper l'appétit, si on est très simple. Donc, il faut aussi se poser la question, quand je suis avec la personne, est-ce que c'est efficace ou contre-productif d'être avec elle? Égal, est-ce que si je la regarde manger, elle mange moins? Si je mange avec elle, est-ce qu'elle mange? Etc. etc. C'est plutôt ce type de questions qu'il faut se poser. En fait, il faut observer je pense, les réactions des personnes. Et moi, je rajouterais la casquette diète et ortho. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, on sait aujourd'hui que les personnes, quand elles mangent seules et qu'elles perdent ce lien social, elles mangent moins, hein, globalement. Et après, attention aussi au risque de fausse route, parce qu'une personne qui est seule dans sa chambre, si on n'est pas dans l'observation et dans la surveillance, on n'est pas à l'abri que cette personne puisse s'étouffer sans la surveillance de qui que ce soit. C'est pour ça que c'est clairement de la réflexion éthique et qu'il faut se demander quels sont les risques, est-ce qu'ils sont mesurables? Et donc Jennifer nous dit apparemment il y a des risques de fausse route. Et ben, l'idée c'est de se demander, en fait il y a 1000 questions auxquelles je pourrais vous répondre. C'est qu'est-ce qui provoque les fausses routes? Parce que si au fond vous enlevez, avec l'accord de la personne, parce que c'est évidemment important, les aliments qui favorisent des fausses routes, bah, du coup il y en a moins, donc du coup il y a moins de surveillance. A contrario, si les aliments qui augmentent le risque de fausse route sont des aliments importants pour la personne, on va rester sur la surveillance. En fait, l'idée, c'est pas de se dire on surveille parce qu'il y a des fausses routes. C'est est-ce que les fausses routes sont un risque acceptable qui permettent à la personne de manger comme elle veut, comme elle a envie, comme elle le souhaite. Tout à fait. La fameuse la balance bénéfice-risque. Exactement, et le sens des questions, en fait. On ne part pas de soi, on part de la personne. Tout à fait. On va peut-être prendre la dernière question qui est assez rapide et peut-être que tu pourras donner des infos là-dessus. Est-ce que tu connais des systèmes de diffusion d'odeurs de repas? Est-ce que tu en as déjà testé? Alors, ça serait génial. Écoutez, je n'en connais pas, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui doivent exister parce que c'est que des systèmes de ventilation. Donc, je pense que ça peut exister. Sinon, je vous dirais, tenter du bricolage en fonction de comment est structuré votre EHPAD, en ouvrant plus les portes, en collant plus les cuisines, en invitant les gens à venir, ou le service des repas. Alors, j'ai plus les noms des armoires chaud-froid. Peut-être laisser des plus gros plats, comme on dit, qui vont diffuser plus d'odeurs, etc. Je pense qu'on peut aussi bricoler, de manière positive, évidemment, plein de choses pour augmenter, rehausser les odeurs. Mais je suis convaincu qu'il doit y avoir des systèmes qui s'approchent de ce principe-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dépassé de 5 minutes. Je n'en vois pas pour l'instant. Bah, écoute, Valentin, on ne va pas te retenir plus longtemps. Merci en tout cas, Valentin, pour tes explications qui étaient d'une limpidité et en tout cas hyper claires. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, Béatrice dit que les professionnels de distributeurs désodorisants proposent des odeurs cuisine. Bon, bah voilà. Il y a forcément des choses qui existent. Oui. Bon, bah merci à tous. Merci Valentin. Vous aurez donc accès au replay, au support. Et puis, vous pourrez du coup, je vous mettrai aussi les coordonnées de Valentin si vous voulez voilà, échanger avec lui, si vous avez besoin qu'il interagisse dans vos établissements pour faire une petite formation. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Merci à tous. Merci Valentin. Je vous souhaite un très bon appétit avec tout ce qu'on vient de se raconter. Merci à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.